Bonsoir, vous êtes bien en direct sur TV et Radio de Vie. On est le jeudi 10 octobre 2024 et ce soir c'est une émission spéciale Pain quotidien et qui a pour thématique les écrans. Donc désormais on essaiera régulièrement d'avoir des émissions qui réunissent tous les pôles du pain quotidien ou une partie du pain quotidien. Et donc ce soir il y aura la présence du centre hospitalier et de l'épicerie sociale, parce qu'ils sont souvent amenés à traiter des thématiques par rapport aux enfants et à l'addiction par rapport aux écrans. Donc on va remettre cet instant entre les mains du Seigneur. Seigneur Yeshua, nous te remercions pour toutes choses. Sois béni pour ce temps merveilleux que tu nous donnes à vivre. Sois béni, Seigneur, pour cette émission, Yeshua Mashiach. Que seule ta gloire se manifeste, Seigneur. Sois béni, Seigneur, pour ces enseignements que tu vas nous accorder, ces conseils, Yeshua Mashiach, nous les prenons, Père de gloire. Merci à toi, Seigneur. Nous rendons sans effet toute œuvre de distraction au milieu de nous, Seigneur, aile de gloire. Sois béni, Yeshua Mashiach. Sois béni en toutes choses. Amen. Donc si nous avons voulu faire cette émission, c'était parce qu'on a remarqué pour deux raisons. Pour une première raison, c'est que en partageant avec une sœur qui est présente avec nous ce soir, sur le fait qu'elle trouvait, ça la dérangeait de voir des enfants des parents, quand ils viennent avec leurs enfants lors des réunions de réveil ou même des didascos, que les enfants étaient devant les tablettes. Et c'est vrai que moi, à plusieurs reprises, ça m'a interpellée aussi parce que ça crée parfois des conflits entre enfants, des bagarres, et on voit que si on leur enlève la tablette, tout de suite, ils sont énervés. Il y a une sorte de crispation qui se crée dans le groupe. Et ensuite, parce que j'ai une amie où l'enfant a un léger retard de langage et c'est pas par rapport aux écrans, mais c'est en partie... On pense que c'est en partie à cause d'une nourrice qui mettait l'enfant devant les écrans. Gloire au Seigneur, elle a enlevé cet enfant de chez la nourrice, donc il n'y a pas de souci. Puis un autre petit souci, mais c'est médical. Mais voilà, donc je me suis dit que c'était peut-être le moment pour aborder cette thématique. Et donc au cours de cette thématique, on attend une sœur médecin qui va nous parler de la construction neurologique de l'enfant, donc du cerveau, donc de la neuropédiatrie, parce que je ne me sentais pas la force et l'intelligence de pouvoir parler de ça. Et on va aussi parler de l'impact au niveau de l'apprentissage, parce qu'il y a deux professeurs des écoles qui est avec nous, et de l'impact aussi au niveau, on va dire, plus pédopsie, parce qu'il y a une assistante sociale qui est là. Donc on va partager sur ces thématiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sur le chat. Et par contre, si vous suivez cette émission après, en rediffusion, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur l'adresse mail du Pain Quotidien ou sur celui de TV de Vie, et nous transférons sans problème la question et on y répondra directement, ou alors peut-être qu'on fera une deuxième émission, je ne sais pas, avec d'autres intervenants. Donc, parmi nous, il y a quelqu'un qui a fait un mémoire pour préparer, c'est ça, voilà, ça sera mieux que le... Donc, un mémoire sur le sujet. Et qu'est-ce qui t'a... Donc, toi, tu es professeur des écoles. Actuellement, tu t'occupes de maternelle. C'est ça. Et est-ce que là, avec petite section ? Moyenne. Moyenne section. Donc l'âge, c'est ? Donc l'âge, c'est 4 ans. 4 ans. Est-ce que tu vois déjà des enfants qui ont des problèmes par rapport aux écrans ? Ah oui. Depuis septembre, j'ai remarqué que pas mal d'entre eux n'avaient pas forcément le langage. Donc soit des problèmes d'articulation, soit des problèmes de vocabulaire, de lexique. Ils n'arrivent pas à s'exprimer, à mettre des mots sur ce qu'ils pensent, sur ce qu'ils veulent dire, sur ce qu'ils veulent communiquer. Et donc, je me dis, bon, au départ, on ne se dit pas tout de suite que c'est les écrans, mais au fur et à mesure, comme l'an dernier, j'ai eu des CE2, j'ai pu voir certaines problématiques, et même avant des petites sections, j'ai pu voir que le problème de langage était lié à ça. Donc, Oui, vas-y, pardon. Lié au fait que voilà, les enfants sont énormément exposés aux écrans. Donc du coup, j'ai voulu m'intéresser à ça parce que c'est vrai qu'on entend ça partout. C'est comme
c'est devenu voilà comme un slogan, voilà, on l'entend partout et je me suis dit bon, au lieu de rentrer dans ça, comme justement on nous apprend aussi qu'il faut réellement faire des recherches par rapport à tout ce qu'on entend, je me suis dit j'ai besoin d'être armée si jamais je dois parler à des parents par rapport à ce sujet-là, par rapport à leurs enfants. Donc je me suis lancée dans mes recherches et donc mon mémoire portait sur j'ai oublié le titre exact, mais en gros, l'apprentissage des enfants, en fait, l'impact des écrans, du numérique sur l'ère du langage oral. Voilà. Parce que comme ça doit être bien ciblé, bien axé, j'ai pris le langage oral. Et donc, j'ai découvert que voilà, il y avait plusieurs aires de langage dans le cerveau, enfin plusieurs aires dans le cerveau, et notamment l'aire du langage, et que les écrans impactaient directement en fait cette aire-là et dans les apprentissages des enfants. Donc c'était, moi ça m'a confortée dans l'idée que effectivement les écrans ont un impact nocif pour des enfants, en tout cas en bas âge, puisqu'ils sont en train d'apprendre en fait. Donc le langage chez un enfant, c'est dès la naissance, voire peut-être même avant la naissance, puisque le ventre, c'est qu'une membrane et c'est pas un coffre-fort, donc l'enfant entend. Mais à partir de quel âge, enfin, évidemment, il faut une tranche, quoi. Parle. Enfin, commence à prononcer des mots. Alors déjà, ça me rappelle en fait le mémoire du coup. Déjà, ce dont je me souviens de ce que j'avais fait comme recherche, c'est que effectivement dans le ventre, l'enfant entend, il perçoit les sons qui sont émis, voilà, la voix de sa maman, de son entourage, etc. Et ensuite, quand il va naître, il va en fait reconnaître ces choses-là. Et en fait, ce qui m'avait d'ailleurs bien étonnée, c'est que quand l'enfant il grandit, donc avant même c'est 1 an, quand l'enfant il grandit, il a besoin tout le temps d'interagir. Il a besoin tout le temps parce que tout se forme en lui, il a besoin d'entendre, il a besoin d'interagir, de voir le faciès en fait de son entourage pour se construire et pour se développer. Et donc si pendant cette construction, ce fondement-là qui doit être fait, si pendant ce temps-là, il est exposé seulement aux écrans, en fait ça le bousille. En fait, c'est pas naturel pour un humain d'être exposé à des écrans aussi jeunes. Oui. Et donc après, c'est difficilement rattrapable. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de lancer le pavé sur les TDAH, etc. Parce que... Non, voilà. On verra avec le centre hospitalier si l'équipe accepte de faire une émission là-dessus. Mais du coup, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de ces choses-là. Mais c'est aussi lié au fait que dès tout petit, en fait, ils ont même pas encore 1 an, ils sont pas encore formés, leur cerveau n'est pas complètement formé, qu'ils sont exposés à des images. Et en fait, qu'est-ce qui pose problème dans l'écran? C'est que, comme on a pu l'échanger il y a même pas 2 minutes, c'est que l'écran ce qui va être diffusé, les images qui vont être diffusées, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de couleurs aussi. Et il y a beaucoup, en fait, ça va appeler à beaucoup de concentration par rapport à l'enfant. Au niveau de son cerveau, il va devoir se concentrer. Et ça prend énormément d'énergie. Déjà qu'il est en construction. Donc après, pour faire des choses simples, l'enfant, il aura du mal à rester même quelques secondes sur une tâche parce qu'il n'a plus d'énergie, en fait, pour pouvoir réaliser la tâche. Donc effectivement, c'est un fléau malheureusement, puisqu'on est dans une génération qui... ils sont nés dedans en fait. Ils sont nés dedans concrètement. Et quand on est né dans une société où il n'y a que ça, là maintenant c'est une éducation qui est nécessaire. C'est une éducation. Parce que on va pas se dire on va éradiquer tous les écrans de la Terre. Enfin, plein de gens ne seront pas d'accord. Ou même si, au lieu d'aller plus loin en regardant la société, juste dans une famille, c'est un peu difficile pour les familles aujourd'hui de se dire je vais vivre sans écran, sans téléphone, parce que la télé on la retrouve même sur le téléphone, on la retrouve sur les iPads, on la retrouve
partout. Et donc, ça sera compliqué d'éradiquer complètement, mais c'est vrai que là, maintenant, c'est nécessaire d'éduquer. Alors, comment ? Ça, c'est l'éducation, c'est plus la part des... on en rigolait tout à l'heure, mais le problème vient des parents. C'est pas un enfant qui a 1 an qui est responsable de son problème d'acquisition du langage. Juste, il y a je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un empereur qui avait fait un petit test, une petite étude scientifique, donc entre 1100, alors non, il était en 194, donc il était encore petit, mais on va dire au 12e, 13e siècle. Frédéric II de Hohenstaufen, excusez-moi pour l'accent, roi de Cilice, donc empereur du Saint-Empire romain germanique. Et donc cet empereur voulait savoir quelle était la langue maternelle de l'enfant. Si c'était le latin, le grec, ou si c'était la langue, le patois, donc la langue vernaculaire. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des enfants, il les a enfermés dans des enfants, pas des nouveau-nés, mais en bas âge, on va dire, même juste avant l'acquisition du langage. Donc il les a pris, il les a mis dans une pièce et il n'avait que comme on va dire connexion sociale qu'avec leur nourrice qui venait juste leur apporter à manger, les laver et c'est tout, des soins. Voilà, elles n'avaient pas le droit de leur parler. Et ben au final, aucun enfant n'a parlé, mais surtout ils sont morts. Donc un enfant qui n'a pas d'interaction sociale avec un adulte, du coup, ne peut pas avoir un apprentissage, c'est impossible pour lui. Vas-y. Et effectivement, au niveau du développement du langage, l'interaction, ce qu'on appelle l'interaction sociale, est indispensable. Et c'est vrai que pour les enfants entre 0 et 3 ans, c'est la base de la construction, c'est la base de sa construction. C'est vital pour lui d'interagir avec son entourage, d'interagir avec la société en fait. Pour lui, c'est le premier contact avec la société. Et donc, si on coupe un enfant de ces interactions-là, il ne se développe pas normalement. C'est prouvé, il y a un décalage au niveau de l'acquisition du langage qui fait qu'il aura du retard et parfois du retard qui sera difficilement rattrapable. Et j'ai vu un reportage il y a quelque temps où il y avait une maman qui s'inquiétait pour son enfant. Son enfant n'interagissait pas avec eux, n'interagissait pas avec les parents, était comme coupé du monde, il était comme dans sa bulle. Alors, elle se posait la question de l'autisme. Est-ce qu'il n'avait pas des traits autistiques? Est-ce qu'il n'y a pas des recherches à faire il n'y avait pas des recherches à faire de ce côté-là? Et en fait, en prenant des vidéos de son comportement, du comportement de son enfant, elle avait remarqué que face à l'écran, il était dans sa bulle. Et il interagissait entre guillemets avec son écran. Et puis, dès qu'on lui retirait l'écran, même s'il y avait des jeux devant lui, il ne savait pas comment s'y prendre. Et elle le décrit comme ça. Elle dit, voilà, on le voit, là, il regarde ses jeux et il ne sait pas comment s'y prendre. Et il ne communiquait pas avec ses parents, avec d'autres personnes. Et en fait, ils ont repris ça du coup. Ils ont retiré l'écran au fur et à mesure. Ils l'ont appris à jouer et il a commencé à parler, il a commencé à interagir. Et en fait, là où la maman s'orientait vers de l'autisme, et du coup, l'autisme, c'est quoi? C'est un enfant qui n'arrive pas à interagir avec les autres et qui n'a pas les codes sociaux, qui n'arrivera pas, par exemple, à interpréter au niveau du faciès. En face de moi, j'ai quelqu'un qui est content, qui n'est pas content. C'est vraiment une difficulté de l'autisme. Et en fait, son enfant rentrait dans ce profil-là à cause de l'écran. Il n'avait aucun trait auparavant. Enfin, voilà. Et après, il a interagi avec les autres. Justement, en fait, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est intéressant parce que moi, ça me rappelle du coup au niveau professionnel, de mon expérience professionnelle, ce qu'on a pu vivre en fait le après Covid en pédopsychiatrie où je travaillais.
en CMP pour enfants, CMP juvénile, et on avait en fait des situations comme ça, des parents qui étaient très inquiets face aux enfants en fait qui étaient nés en 2019, on va dire, et qui avaient à peu près 2 ans au sortir du Covid, et qui s'inquiétaient en venant consulter la pédopsychiatre en disant oui, ma fille a des traits autistiques, je ne comprends pas, elle est dans sa bulle, elle ne parle pas, ou elle parle une langue qu'on ne comprend pas. Donc des enfants de 2 ans qui avaient un langage très limité. Et donc effectivement, moi je me rappelle encore d'une petite fille de 2 ans et demi qu'on devait accompagner pour l'entrée à l'école en septembre, donc qui avait très peu qui ne parlait pas. La première rencontre, cette petite de 2 ans et demi ne parlait pas, et donc le premier rendez-vous avec la maman, donc c'est un rendez-vous social, elle était cachée, voilà, il n'y a pas d'interaction avec moi, mon bonjour, elle ne savait pas comment répondre au bonjour, et pour la maman il y avait vraiment une grande inquiétude à savoir comment elle va pouvoir investir les apprentissages au niveau de l'école puisqu'elle ne parle pas, donc aidez-moi, donc en grande souffrance, et c'était pas la seule, il y avait beaucoup d'enfants comme ça. Et donc cette petite, on a commencé à la recevoir, on a commencé à mettre en place la psychomotricité pour qu'elle puisse déjà commencer à investir un environnement un peu plus large avec des échanges, des interactions. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la psychomotricité ? Alors, moi, je ne suis pas psychomotricienne, mais oui, effectivement, les psychomotriciens ont pour travail au sein des CMP ou des hôpitaux de pouvoir accompagner en fait une personne dans la prise en compte de son environnement. Donc, ça veut dire que le corps de la personne prend compte qu'elle a un corps, donc son enveloppe corporelle, prend en compte l'existence de l'autre, donc comment j'interagis avec l'autre, comment je rentre en contact avec l'autre, les limitations de mon espace à moi. Donc l'enfant va apprendre tout ça avec la psychomotricienne, à pouvoir prendre en compte l'espace qui l'entoure. Donc c'est dans une salle qui est aménagée pour ça. Donc on pense que la psychomotricienne passe sa journée à jouer. Non, elle ne joue pas, mais elle passe par le jeu. Passe par le jeu pour pouvoir justement interagir avec l'enfant. Et on avait aussi, ce qui était pas mal dans ce CMP, on avait un espace groupal. Donc il y avait plusieurs enfants rencontrant les mêmes difficultés qui pouvaient justement pouvoir être amenés à travailler à 4-5 pour pouvoir justement interagir ensemble, pour voir l'évolution de chaque enfant. Donc c'est un peu ça le travail de la psychomotricienne au sein du CMP. Et donc cette petite, au bout de 3-4 rendez-vous avec la maman, et un jour... Donc elle arrive, elle me dit pas bonjour comme d'habitude, et en partant, je lui dis au revoir. Et elle me répond en anglais au revoir, donc, mais en anglais. Donc là, grand sourire, fou rire. Je demande à la maman, mais elle parle anglais, enfin qu'est-ce qui s'est passé ? Ben oui, elle regarde Dora. Donc voilà, notre Dora. Donc elle savait parfaitement bien parler l'anglais en fait, mais la langue française en fait dans laquelle elle est née, sa langue maternelle, lui échappait. Tout simplement parce qu'elle était devant Dora sur la tablette et elle mangeait avec la tablette. Et elle ne mangeait peut-être même que des aliments qu'elle voyait aussi au niveau oui, elle mangeait vraiment, elle sélectionnait les aliments en fait. D'accord. Ça aussi, ça peut être des traits autistiques, mais encore une fois, la surexposition aux écrans, elle ne veut plus manger, on n'a pas le temps, peut-être que parfois en tant que parent, on prend le temps de montrer aux enfants des légumes, en allant marcher avec eux, en allant, je sais pas, faire des courses avec eux, mais là on n'a plus le temps, il y a tellement plus de temps que la petite elle est exposée comme ça devant Dora. Et donc, elle parle anglais, mais elle ne parle pas français. Et elle n'interagit pas avec les membres de sa famille. Voilà, la difficulté des écrans est là. Donc, on n'est pas forcément là pour vous dire que les écrans sont bons ou mauvais, parce qu'il y a des études qui prouvent, le dernier rapport de l'OMS le prouve bien, que les jeunes sont plutôt satisfaits d'avoir des écrans. Maintenant, c'est à nous, parents, de pouvoir réguler. Quel est le temps d'écran pour un enfant de 3 ans, le temps pour un enfant de 6 ans, le temps pour un enfant de 12 ans. Donc c'est à nous en fait de pouvoir limiter ces temps-là. Donc il n'y a pas de mauvais ou bons parents, il y a juste des parents qui tentent de trouver des outils nécessaires pour aider les enfants. Parce que de toute façon, comme disait la sœur tout à l'heure, on est dans un temps du numérique. Le numérique, on en a besoin de 0 à 90 ans. Parce qu'effectivement, même les 90 ans sont là-dedans et sont paumés. Oui. Donc,
c'est complexe. Oui, non, mais là, justement, il y a la sœur Maritza qui explique que son fils né, il rentre pile dans le témoignage que tu donnais, est né en 2019, et donc il a eu un trouble de langage. Elle est partie en voyage, l'enfant a été coupé des écrans, donc elle met de la télé, et grâce au Seigneur, il s'est mis à parler et a eu une interaction avec la famille. Donc on voit vraiment que c'est le fait que... Moi, souvent, quand je vois cette image, c'est l'image de... Il y a la télé, parce que moi, je suis de la génération de la télé, je ne suis pas la génération Internet et tout ça, où il y a une main qui sort de la télé et qui vient récupérer nos cerveaux. Donc moi, je suis de la génération Dorothée. Déjà, c'était compliqué, la génération Dorothée. Mais on s'en sort pas si mal, en vrai, parce que quand moi, j'avais la télé, on avait une télé noir et blanc, et avec 3 chaînes. Voilà, comme ça, voilà, et on n'était pas les plus malheureux du monde. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce problème-là, j'arrive après, ce problème-là, moi, me paraît quand même un peu occidental et classe aisée. Parce que pour voyager en Afrique, c'est rare qu'on voit des gamins de 3 ans avoir un retard de langage. Au contraire, ils parlent beaucoup et ils ont une curiosité, il y a une interaction avec la famille et même avec... Voilà. Et on met un enfant de 3 ans qui vient ici, il sera sur son téléphone, le téléphone des parents, il va faire un caprice. Et l'enfant, quand on va à Ngamazo, on voit bien que les enfants, il n'y a pas de téléphone. Et il n'y a pas... Donc on voit bien que, pour moi, c'est aussi un problème sociétal, donc occidental et de classe aisée, parce que dès que les gens ont un peu d'argent, ce qu'ils vont faire, c'est mettre leurs enfants sur des écrans, pensant que... Je ne sais pas pourquoi ce qu'ils pensent, c'est l'erreur qu'on a tous fait. Hein. Ouais. Après, juste rebondir par rapport à ce que tu dis pour les téléphones portables. En fait, c'est vrai qu'il y a les tablettes, mais il y a vraiment aussi l'usage du téléphone portable. Moi, je pense qu'on a perdu, en fait, la notion d'usage du téléphone portable. Dans un premier temps, le téléphone, c'est pour appeler. Ah, c'est ça. Donc, un enfant de 2 ans, je pense qu'il n'a personne à appeler. Non, voilà. Et là où je voudrais vraiment mettre l'accent, c'est que en tant que parent, parce que je suis parent moi-même, mes enfants n'ont pas le droit de toucher à mon téléphone portable. Tout simplement parce que c'est un usage déjà personnel. Et moi, je pense qu'on peut déjà partir de là pour commencer à poser un cadre en disant que le téléphone portable, c'est pour appeler. Je pense qu'on a tous des téléphones fixes à la maison. Pour la plupart, du moins, ça se perd. Oui. Mais en tout cas, quand on l'a, on peut déjà au moins utiliser ça comme argument pour dire, voilà, si on a besoin de téléphoner à papy, à mamie, à qui on veut, on prend le téléphone fixe, mais mon téléphone portable en tant que parent, voilà, on n'y touche pas. Rien n'empêche, si vous n'avez pas de... Parce qu'on peut aussi vous donner des petits conseils... Rien n'empêche, s'il n'y a pas de téléphone fixe, parce que nous, on n'a pas de téléphone fixe, mais de me prendre un vieux 3310, mettre une puce, et ça fait tout à fait le job pour appeler papy, mamie, tata, ou s'il faut appeler... Pas d'Android. Pas d'Android. Non, mais et si c'est les grands-parents qui sont à l'étranger, il faut WhatsApp. Il y a des téléphones qui permettent d'avoir l'application, mais de ne pas tomber sur un smartphone derrière génération. Et c'est nous-mêmes, en tant que parents, déjà commencer à nous éduquer, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas forcément éduqués. Hein, on s'inclut là-dedans, parce qu'on s'auto-parle aussi. Hein, c'est pas que on renvoie pas la balle, on n'envoie pas, j'ai envie de dire, la pierre à quelqu'un d'autre. Nous-mêmes aussi. Souvent, je vois bien, quand on me parle, je suis sur le téléphone, oui, attends 2 minutes, on n'a pas le temps. Donc nous-mêmes aussi, on a du mal à interagir avec nos enfants. Donc soyons attentifs aussi à tout ça. Mais du coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Effectivement, les téléphones sont, on va dire, dénaturés de leur fonction première. Mais alors, du coup, comment on fait ? Parce que, comme tu disais tout à l'heure, on est dans une société qui utilise le téléphone, pas seulement pour téléphoner, pour visionner, pour envoyer, enfin, pour plein de choses. Et face à un enfant qui va de plus en plus récupérer le téléphone comme ça parce qu'il est libre, voilà, parce qu'il traîne, il est libre d'accès. On fait comment ? Parce que même à 3 ans, ils connaissent les codes maintenant.
Ça c'est vrai. Ils connaissent les codes, ils voient leurs parents faire, ils le font. Ils rentrent dedans, ils arrivent à aller sur l'application, à mettre leurs vidéos. Donc maintenant, comment en fait je me fais un peu l'avocate des parents qui se disent mais oui, mais c'est bien beau, mais moi je suis par exemple maman seule, j'ai 3 enfants à gérer et je fais comment pour 3 enfants en bas âge. Ouais, sinon c'est trop facile. Et je fais comment en fait? Je dois préparer le repas, je dois faire le ménage, je dois donner le bain au dernier. Je fais comment en fait pour gérer mes enfants qui vont se lasser rapidement d'un coloriage, qui vont se lasser rapidement de oui, qui vont se lasser voilà de la pâte à modeler. Donc je fais comment? Voilà, merci. Alors, moi, je suis évidemment la vieille génération, hein, j'approche de la cinquantaine. Je répondrais, mais comment faisait ma grand-mère? Comment ont fait nos grands-parents, nos arrière-grands-parents? Comment font les familles? Parce que on va arrêter de taper sur la maman, parce que on va dire que c'est une histoire parentale, c'est le couple, c'est la famille. Même si la maman est seule, elle n'est pas seule, il y a quand même les grands-parents qui sont là, les oncles, les tantes, les amis, donc c'est une histoire de famille. Et moi, je vais donner moi, je me rappelle, quand j'étais petite, déjà on avait une télé, mais elle était tellement, voilà, qu'on la regardait pas. Et non, mais on n'avait même pas ça n'existait pas les télécommandes. Donc pour changer la chaîne, fallait aller appuyer sur les boutons. Donc 3 chaînes, fallait appuyer sur les boutons, c'était en noir et blanc, et fallait bouger l'antenne aussi parce qu'on captait pas bien. Donc très vite, la télé, ça devenait assez, inintéressant. Moi personnellement, j'ai été élevée à la radio, c'est-à-dire qu'il y avait toujours la radio, il y avait toujours de la musique et la radio en fond sonore à la maison. Et pour ceux qui me connaissent, j'ai gardé cette habitude d'avoir toujours une radio allumée à la maison. Mais moi, je me rappelle que comme mes grands-parents, comme mon grand-père, mes grands-parents cuisinaient, j'étais là avec eux. J'étais dans la pièce. Alors, ça ne veut pas dire que je participais à la cuisine, mais j'étais présente dans la pièce. Ou j'allais jouer, ou je ne sais pas, voilà, j'avais l'imagination débordante, j'étais dans le jardin, parce qu'on avait la chance d'avoir un jardin, et je faisais tout et n'importe quoi dans le jardin, et voilà. Mais la question qu'on se pose là pour savoir comment occuper les enfants maintenant quand on n'a pas l'écran, c'est une question nombriliste et on ne va même pas se poser la question comment on faisait avant ou comment font les gens qui n'ont pas de télé. Voilà. Donc, je pense qu'il faut faire une rétrospection, merci, et avec tout ce qu'il y a mis à disposition hors écran pour occuper un enfant, si l'enfant n'a pas appris à jouer dès sa naissance, rester seul, ça lui fait pas de mal non plus d'observer par la fenêtre, de regarder des lumières, parce qu'il y a ces lumières là qu'on projette, où c'est très très lent avec des petites lumières, des petits fonds sonores. Si l'enfant dès la naissance n'a pas appris à faire autre chose que l'écran, automatiquement, plus il va grandir, plus il voudra un écran. Et nous, ça nous facilite la vie, l'écran. On les met devant. Même, on peut leur apprendre à choisir leur petite vidéo, Pas de Patrouille ou Peppa Pig, et hop, en boucle, parce qu'en plus c'est toujours le même, ou Dora, et en plus c'est toujours le même épisode. Ouais. L'âne trop. Toujours le même épisode. Mais moi je pense que c'est ça, le problème c'est dès la naissance. Donc oui, vas-y. Et donc la question qu'il faut qu'on se pose nous, et ça nous a fait réfléchir en nous penchant sur le sujet, c'est quelle fonction en fait on donne aux écrans, nous, quelle fonction on veut donner aux écrans. Et quand on réalise, il y a une bonne partie de ce temps utilisé avec les écrans qui est utilisé pour occuper. Et est-ce que vraiment c'est le rôle qu'on devrait donner aux écrans en fait? C'est ça la question qu'on devrait se poser. Si l'écran devient une nourrice, on doit se poser la question. Est-ce que c'est à nous, parents, c'est d'être les éducateurs ou l'écran? Dans le cas que tu as dit tout à l'heure, clairement, l'enfant était enseigné, éduqué sur la vie par Dora. Et au point où la langue de Dora, donc c'était en anglais, était devenue sa première langue. Et là, ça devient inquiétant, en fait. Et on se dit, en fait, le rôle du parent est d'éduquer
et d'accompagner son enfant. Et alors après, attention, on le rappelle, on ne bannit pas les écrans, on ne dit pas non, 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 c'est interdit, mais il faut savoir quelle fonction on donne à l'écran. Quelle fonction on donne. Si on accompagne l'enfant, on est à côté de lui, ou on est dans la même pièce, on sait ce qu'il regarde, on peut en reparler après, l'enfant est libre d'en reparler, s'il y a quelque chose qui l'a interpellé, mais des choses toutes bêtes, hein, il faut être vraiment attentif, où l'enfant dit « Ah, je sais pas, l'un trop aujourd'hui, il a fait des bêtises ». Et on l'écoute, il y a un dialogue autour de ça. Et ça, c'est constructif. Ça fait que ce ne sera pas un impact passif, en fait, enfin passif dans le sens où on n'a pas la main dessus. On entoure, on est là, on est présent. C'est pas négatif que l'enfant regarde un dessin animé, que voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il y a ce souci-là. Et je voulais revenir sur la télé. À l'époque, la télé, c'était une télé dans le salon. Et en fait, du coup... tout le monde était là, donc même que tu regardes ou que tu regardes pas, tu passes, on est tous au courant de ce qui se passe en fait dans cette télé. Et l'inconvénient qui arrive après, alors peut-être pas au début quand l'enfant est tout petit et qui reste quand même pas loin des parents, mais ce qui arrive après quand l'enfant est un peu plus grand et qu'on dit va dans ta chambre, prends la tablette, qu'est-ce qu'il regarde, qu'est-ce qui se passe derrière? Et c'est là où ça devient dangereux parce que là on ne sait pas réellement ce qui se passe et il y a des choses qui peuvent être transmise. Alors c'était clair avec l'exemple que tu as donné qui est très parlant. Là c'était la langue, c'était peut-être la manière de se nourrir, voilà, par rapport à cette petite. Mais après on passe à d'autres terrains, à d'autres choses. Justement, en parlant de d'autres terrains, là je vais aller vers un autre terrain pendant mes études. Donc on va parler quand même de la perversité quand même des écrans. On avait fait un travail sur le harcèlement scolaire. Et là, c'était, dans un premier temps, c'est la police qui est venue intervenir auprès des élèves pour essayer quand même de leur faire entendre que le harcèlement scolaire, ce n'était pas normal, qu'il fallait dénoncer. Et on est arrivé rapidement sur les écrans. Donc, qui a un compte Facebook, qui a un compte... donc, tous les enfants, donc c'était une classe de 5e, savaient que pour créer un compte Facebook, il fallait mentir sur son âge. Voilà. Donc, un des enfants, quand même, qui avait 13 ans, a pu dire, 12 ans, pardon, a menti sur son âge pour avoir un compte Facebook. Et quand il avait créé ce compte Facebook, il y a un monsieur qui est venu lui parler. Voilà. C'est ça qui se passe derrière les écrans. Qui vient parler à nos enfants ? Et qu'est-ce qu'on leur dit à nos enfants? Et ce jeune homme était tellement, je ne sais pas s'il était intelligent ou s'il était, je ne sais pas comment le définir, il s'est fait passer pour une petite fille. Voilà. Voilà. C'était son témoignage. Et voilà. Fier de lui, j'imagine. Et il était très fier de dire que voilà, j'ai dit à ce papy que finalement j'étais une petite fille pour voir un peu là où il allait. Donc voilà. L'écran va conduire à certaines choses, va emmener nos enfants dans la perversité avant l'âge. Et c'est ça qu'on dénonce en tant que chrétien. Qu'est-ce qu'on veut donner à nos enfants? Mais j'irai même plus loin parce que là, on tombe sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que les petites de 3 ans, les réseaux sociaux, ils y sont. Mais ils peuvent tomber sur des images sur Google, il suffit de taper. Non, mais ils peuvent, quoique tout à l'heure, j'ai vu une vidéo où tu as une dame qui épile le mono-sourcil de sa gamine en lui expliquant que tu seras belle comme ça et personne... Voilà, la gamine, elle a 2 ans, 3 ans. Elle lui est... Voilà. Mais non, le fait est que ça me fait penser que qu'est-ce qui est communiqué à notre enfant, même dans les dessins animés. Qu'est-ce qui est communiqué aux enfants dans les dessins animés? Alors, moi, je me rappelle, l'époque de mes enfants, c'était les Télétubbies. Donc, alors, ça volait pas haut, hein, ça planait très très bas. Il n'y avait pas de langage, il n'y avait pas de vocabulaire, c'était des lumières avec des formes, un soleil bébé, enfin bon, voilà, c'était bon. Et après, ils ont évolué, ils sont passés à d'autres dessins animés. Et moi, je regardais, même si j'étais pas, mais j'avais toujours un œil pour vérifier ce qu'ils étaient en train de regarder en dessin animé, parce que moi, de ma génération, les dessins animés que moi je regardais, non. Ça dépend lesquels. Moi, je peux vous promettre que personnellement, moi j'ai regardé Nicky Larson.
Attaque Cobra et Nicky Larson, là, je l'ai revu la dernière fois, je me suis dit, mais comment mes parents ont pu me laisser devant ce dessin animé d'une vulgarité incroyable. Bien sûr. Et que ça soit des mangas ou pas. Ou après, il y avait d'autres trucs qui étaient un peu, on va dire, un peu plus light ou un peu plus... voilà. Mais c'était qu'est-ce. Et donc, les communicants se servent des dessins animés dès bas âge pour pouvoir distiller quelque chose dans la tête de l'enfant. Donc après, sans tomber, sinon on va se faire sniper, mais il faut bien vérifier les dessins animés que vos enfants regardent. Et c'est pas vous dire, j'ai regardé un épisode, ça va, c'est safe. Non, parce que vous pensez que le dessin animé, là, il est tranquille parce que vous avez vu on va dire un épisode, c'est quoi, 10 minutes, 15 minutes? Je sais plus. C'est ça, 10-15 minutes. Mais celui d'après, il le sera beaucoup moins. Et là, il y a des choses qui vont se passer avec les mêmes personnages, comme cette petite fille là, qui est avec un ours. Mishka. Masha. Moi, Masha, si à l'époque de mes enfants, une petite fille, c'est un dessin animé russe d'origine russe, Masha et Mishka, donc c'est une petite fille blonde avec un ours. Et moi, personnellement, si à l'époque de mes enfants, il y avait eu ce dessin animé, je l'aurais interdit. Parce qu'elle est méchante. Elle fait énormément de bêtises. Et pour moi, son fond est mauvais. Elle incite les autres à faire des bêtises, elle fait des bêtises, et elle fait tourner en bourrique l'ours. Donc après, il y a des enfants qui regardent ça en boucle, et ça les marque, et après, ils se prennent pour, alors je sais pas si elle s'appelle Mishka ou Masha, je sais plus lequel des deux est qui, mais ils se prennent pour la petite fille, et ils font n'importe quoi, garçon ou fille. Mais vous trouvez ça, c'est mignon, elle vit avec un ours dans la forêt, machin, c'est bucolique. Non, au final, c'est une teigne. Et moi, quand je vois ça, je change parce que je peux pas voir ce dessin animé. En fait, ça a un pouvoir d'influence sur les enfants, sur leur conscience et sur leur comportement finalement. Et ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure je pensais à ça, c'est que ceux qui sont à la base en fait on va dire, parce que voilà, il y a un support pour véhiculer les images, etc. Eux-mêmes, j'avais lu des articles là-dessus, eux-mêmes ne laissent pas leurs enfants regarder ça. Et donc du coup, même nous dans les écoles, on voit rapidement la catégorie sociale dans laquelle évolue l'enfant en fonction de son langage, parce qu'il s'exprime bien, parce qu'on sent que là, il y a de l'échange avec les parents, ils vont au musée, il y a des histoires qui sont lues, qui sont racontées. Donc l'enfant, il imagine plein de choses, il a du vocabulaire, enfin, il est riche, son lexique. Alors que d'autres, on se rend compte rapidement aussi que voilà, il n'y a pas le langage ou un défaut d'articulation ou un défaut d'imagination, de compréhension. Et du coup, on comprend tout de suite que les parents n'ont pas le temps ou n'ont pas forcément les moyens aussi, parce que ça joue, c'est un fait. Mais après, j'ai envie de dire, on est quand même dans des pays occidentaux, donc on peut très bien aller dans les médiathèques, c'est gratuit, tout est libre en fait. Donc justement, comme tu parlais tout à l'heure des outils, tu te faisais l'avocate des personnes qui avaient des difficultés à trouver comment occuper les enfants en fait. Oui, on est très occupés. Tout va très vite en Europe, en France, on voit bien, on n'a pas le temps. On se lève le matin, il faut prier, il faut aller travailler, il faut revenir. En fait, mais ce temps-là, il va falloir le trouver, quoi qu'il arrive. Vous n'êtes pas obligé de faire une activité avec votre enfant du début à la fin. Les choses, il faut les initier, en fait. Voilà. J'ai envie de faire de la peinture, en fait, et c'est vrai que financièrement, ça a un coût, ça a un budget, mais on peut se permettre chaque mois, peut-être ne serait-ce que 5 €, de se dire j'achète une petite tube de peinture, un petit pinceau, voilà, et on change des activités en fait. On permet à l'enfant de changer chaque mois, on lui achète quelque chose de plus, ou juste les sorties découvertes, aller ramasser des feuilles pour les coller sur une feuille blanche en écrivant son nom, faire de la peinture. Alors une fois, je sais pas, on avait fait une activité, on est parti en vacances à la mer, on a ramassé des petites pierres, d'accord, on est rentré avec, on les a peints.
On les a mis dans des bouteilles en verre. Voilà, ça faisait une décoration. Mais rien que ça, ils sont contents, les enfants. Donc, vous initiez quelque chose. Bah, écoute, mon chéri, j'ai pas le temps d'aller jusqu'au bout de l'activité avec toi, mais je commence avec toi, je te montre et tu termines. Et il y a aussi, vous pouvez aussi, en tant que parent, essayer de créer une cohésion avec les différents enfants de votre immeuble. Voilà, parce que ça permet aussi aux enfants de pouvoir parler de Yehoshua. Parfois, on dit, bah, moi, je suis partie à l'église avec ma maman. Ah bon, mais il y avait quoi à l'église? Voilà, ça fait une cohésion. Parce que vous pouvez aussi prendre quelques enfants, bien sûr, vous priez le Seigneur, que le Seigneur vous guide. Vous faites une activité avec différents enfants, vous initiez l'activité et les uns des autres vont s'entraider. Donc, votre enfant, peut-être qu'il est seul, il n'a pas de frères et sœurs, mais au moins, vous lui donnez le moyen de pouvoir interagir avec d'autres enfants. Donc, en fait, il faut avoir une imagination débordante. Et je pense qu'on peut demander. Le Seigneur dit bien que si on veut quelque chose, si on lui demande, voilà. Donc, vous connaissez les versets bibliques. Allons-y, demandons au Seigneur. Et je vais revenir au niveau des activités et de l'enfant qui doit être occupé. Il faut savoir qu'un enfant est très à même de comprendre que on est occupé et qu'on n'est pas disponible à un moment donné. Et on n'est pas obligé d'être disponible 24 heures sur 24. On peut dire à l'enfant, écoute, maman, là, elle va aller, je ne sais pas moi, elle n'est pas obligée de faire le ménage, elle peut faire autre chose. Elle est occupée, voilà. Elle sera pas disponible. Je te laisse ça. On peut très bien mettre un timer quand l'enfant ne sait pas lire l'heure. Si c'est lire l'heure, on peut lui dire quand l'aiguille arrive à tel endroit ou lui dire à telle heure. Là, tu viens me voir, tu as fini ton activité, tu viens me voir. Et l'enfant peut être dans la pièce à côté ou dans la même pièce. Il fait son activité et il est très à même de comprendre que tant que le temps n'est pas terminé, je ne vais pas déranger maman. Je ne vais pas déranger papa. Et ça, on le fait dans les classes tout le temps. Et il n'y a aucun problème. Les enfants savent qu'il y a un temps, je fais ça, je m'occupe avec ça, j'ai mes jeux, je peux très bien avoir un temps où je joue avec mes jeux. Et pendant 10 minutes, voilà, on commence par 2 minutes, puis on augmente au fur et à mesure. Tu joues avec tes jeux, maman, elle est occupée, elle n'est pas disponible pendant ce temps-là. Et l'enfant comprend très bien, il n'y a aucun problème à partir du moment où on lui indique un début, une fin. L'enfant, quand il est en bas âge, il n'a pas forcément la notion du temps. Donc, en fait, si on ne lui donne pas de limite ou un indicateur, il va venir toutes les 2 minutes. Maman, je fais quoi? Papa, je m'ennuie. Ah, voilà. Et c'est des choses, en fait, qui s'apprennent. Apprendre à s'occuper tout seul, ça s'apprend. Et un enfant qui fait ça depuis qu'il est petit, il n'a aucun problème après pendant un quart d'heure, aller faire quelque chose, une activité. D'accord, maman, je reviens un quart d'heure plus tard. Ça se fait très bien. Mais ça s'apprend. C'est pas tout d'un coup. Juste un petit mot par rapport à l'ennui. Souvent, on entend des enfants dire « mais je m'ennuie ». Et en tant que parent, on a tendance à dire « oh là là, il s'ennuie, c'est pas bon ». En fait, non, l'ennui n'est pas mauvais en soi. Les médecins, certains médecins psychiatres le disent, l'ennui n'est pas forcément mauvais. Il faut s'ennuyer, ça fait partie de la construction. Ça nous permet d'imaginer, de penser. Ça ne veut pas dire qu'on sort, il n'y a pas de voyage astral. Oui, c'est bon, attention, on n'est pas sur une initiation. Non. Mais voilà, s'ennuyer, c'est tout aussi constructif que faire des activités ou être occupé. Mais du coup, en fait, pour continuer sur l'ennui, quand l'enfant dit « je m'ennuie », c'est pas l'ennui qui est problématique, c'est « je ne sais pas comment m'occuper ». Je ne sais pas comment m'occuper tout seul, je ne sais pas quoi faire. Et en fait, c'est ça qu'il doit apprendre, à arriver à s'occuper seul. L'enfant ne doit pas être dépendant. Moi, je suis enseignante. Je n'aime pas quand les enfants me collent et viennent me demander toutes les 2 minutes « maîtresse ». Ils le savent. Et donc, ils savent que non, c'est comme ça. Et donc, si la maîtresse a dit on s'occupe on fait ça et on relit plusieurs fois où on s'occupe avec tel matériel et on va jusqu'au bout, ils savent qu'il faut aller plus loin, qu'il faut aller jusqu'au bout. Et dans ma classe, on n'entend pas maîtresse toutes les 2 secondes. C'est banni. Et on lève la main, on demande et on réfléchit vraiment à ce qu'on veut dire. C'est pas pour rien. Donc du coup, de la même façon, l'enfant peut ne pas être tout le temps derrière nous en disant « maman, maman, maman ». Non, ça on peut lui dire « non, je t'écoute ». Par contre, les temps qu'on donne à l'enfant doivent être riches, doivent être
précieux doivent être des temps où on est totalement avec l'enfant. Ça, c'est important aussi. L'enfant est capable d'attendre et de se dire bon, d'accord, maman est occupée pendant 15 minutes, elle n'est pas disponible pour moi, je m'occupe. Mais par contre, il faut que maman, après, elle m'accorde quand même un temps où elle est 100% avec moi. Un temps où on fait vraiment quelque chose ensemble, où elle n'est pas à moitié en train de faire autre chose, de surveiller autre chose, ou en même temps au téléphone. Non. Et là, du coup, l'enfant comprend, ok, à ce moment-là, elle n'est pas là pour moi, mais après, elle sera là vraiment pour moi et on va passer un temps très bénéfique. Justement, par rapport à ce temps qu'on accorde à nos enfants, est-ce qu'on prend réellement le temps de leur accorder du temps ? Ça, c'est une vraie question aussi. Parce que souvent, en tant que chrétien, on a tendance à dire mais là, on a réunion de réveil, donc j'ai pas le temps. Donc, je prends tous les enfants, je pars à la réunion de réveil. Mais est-ce qu'il y a un jour, on peut se dire aussi que même si je ne pars pas à la réunion de réveil parce que j'ai des activités à faire avec les enfants, le Seigneur ne sera pas forcément mécontent, en fait. Parce qu'il nous a donné ces enfants-là. Et il sait qu'on doit les éduquer. Et l'éducation passe par des activités avec nos enfants. En fait, il faut qu'on accorde du temps. Il faut qu'on apprenne à accorder du temps à nos enfants. Ils ont passé toute une semaine avec des étrangers de 8h à 17h, voire 18h, 19h pour ceux qui restent au centre de loisirs. Donc à quel moment on les voit réellement, ces enfants ? Donc l'éducation commence à la maison. On dit bien que l'éducation, la première socialisation commence à la maison. Donc c'est à nous, parents, de pouvoir aider nos enfants à se socialiser. Un enfant qui commence par une bonne socialisation à la maison va poursuivre à l'école. Donc c'est une bénédiction pour la maîtresse qui va récupérer l'enfant tout au long de la journée. Et donc voilà, enfin, c'est aussi je sais pas comment on pense tout ça. Donc on va le penser ensemble, en fait. Est-ce que la maîtresse, elle a besoin de nous ? Oui. Quand un enfant rentre à la maison en disant oui, la maîtresse m'a crié dessus parce que, avant d'aller dire maîtresse, c'est pas bien. Voilà. Maîtresse, peut-être que maîtresse était fatiguée, peut-être que maîtresse n'a pas compris ce que tu demandais parce que tu l'as demandé de façon inadaptée. C'est à nous, il faut parler aux enfants le soir et reprendre les choses. Comment ça s'est passé, dans quel contexte, et aller revoir la maîtresse. Voilà, est-ce que vous n'êtes pas compris ? Échanger. Ça, c'est un temps qu'on accorde à son enfant quand on va échanger avec sa maîtresse. C'est pas du temps perdu. Donc, je sais bien qu'une maman qui est femme de chambre, qui commence à 5h du matin, qui termine à 17h, ce n'est pas facile. Je peux vous dire que j'ai un parcours professionnel très compliqué. Oui. On en passe des commentaires. Donc, je pense que grâce au Seigneur, mais c'est vraiment grâce au Seigneur, dans la prière, le Seigneur nous aide à devenir parents, parce qu'on ne naît pas parents. Amen. Alors moi, c'est moi qui vais lancer le gros pavé dans la mare. C'est oui, mais j'ai médité avec mes enfants. Est-ce que selon vous, ça suffit pour avoir une relation, une interaction sociale avec ses enfants, le fait de prier tous les soirs avec eux et méditer avec eux? Est-ce que ça suffit comme interaction, comme temps de partage? Bien sûr que non. L'enfant, comme je disais tout à l'heure, il a besoin de... En fait, l'enfant, il découvre déjà beaucoup par le jeu. Donc, si c'est pas enrichi de sorties, de découvertes, d'échanges, en fait, l'enfant... Alors, on risque... Je crois qu'on avait déjà échangé là-dessus, peut-être une émission, c'est qu'on risque de dégoûter l'enfant, quoi. Il va faire une overdose de la Bible, du Seigneur, de tout ça, alors que lui, il a besoin d'imaginer plein de choses, il a besoin de jouer, il a besoin de... C'est comme ça qu'il apprend. Donc si on vient avec des choses déjà assez... Ça peut être compliqué, c'est pas suffisant pour un enfant. C'est vraiment pas suffisant. Clairement, l'enfant, il voit, en fait. Il voit les choses. On peut lui dire la théorie, lui, il voit la pratique. Et donc, si on médite et tout, c'est très bien, mais il a besoin du témoignage, comme nous avons besoin de témoignage. On peut nous dire aussi ça, mais concrètement, comment on fait ? Quelle est la pratique ? Et pour un enfant, c'est la même chose. Il a besoin de voir comment on pratique tout ça. Donc, c'est bien de partager et tout. C'est super, il faut le faire. Mais accompagner
la parole le dit, hein, la foi sans les œuvres, l'enfant, il a besoin de voir les œuvres. Et quand il va sortir dehors, qu'il va observer même la nature, il va dire ça va amener des discussions. Pourquoi les arbres ils sont comme ça? Pourquoi l'oiseau il fait ça? Et c'est du coup le Seigneur, c'est Yoshua qui fait tout ça. Et la discussion part. En fait, c'est du concret. Ils ont besoin de voir du concret. Donc en fait, tout ça, ça fait l'ensemble. Et l'enfant n'est pas que il a besoin de s'épanouir dans tout. Quand le Seigneur il nous demande d'enseigner l'enfant, l'enfant va devenir une personne adulte. C'est ça qu'il faut avoir en tête. L'enfant est un enfant actuellement qui apprend, qui avale un peu tout ce qu'on lui donne. Et il faut lui donner des bonnes choses et de la bonne nourriture parce que c'est un être à part entière déjà maintenant et qui va devenir adulte. Et donc tout ce qu'on lui donne là, ça fait partie de sa construction. Et la construction, elle se fait au travers de la parole, elle se fait au travers de la méditation, de la prière. Mais on a aussi besoin de savoir, savoir des choses sur les choses qui nous entourent, sur comment les choses se font, comment on grandit, comment on règle les soucis avec les autres, comment tout ça s'apprend dans la vie. Et c'est ce qui va faire qu'on va devenir des êtres de plus en plus épanouis et complets. Non, pourquoi je vous pose cette question? Parce que on voit, parfois ça nous arrive de rencontrer des familles où les enfants, c'est maison, école, maison, église. Mais voilà, les week-ends, il n'y a pas de sport, il n'y a pas on va pas même voir des amis, rien du tout, parce que c'est péché, il faut pas, et c'est des païens, des inconvertis. Et donc il y a des enfants qui grandissent dans des milieux où et qui vont à un moment ou à un autre se retrouver eux coincés dans la problématique des réseaux sociaux parce que ça sera leur échappatoire. Parce que devant, à l'église, ils seront bien, parce que c'est les petits apôtres, les petits prophètes, là, on les voit, ils sont là, ils chantent, et ils sont bien habillés, ils portent la Bible de papa, maman, et ils sont tous sages. Mais derrière, voilà. Donc, pourquoi je vous ai posé cette question? Parce qu'il y a des parents qui peuvent penser que le fait que avoir un temps suffit, un temps de partage et de prière, c'est suffisant. Et je voulais vous voir ce que vous en pensez en tant que professionnel. Et donc, j'avais déjà ma réponse, mais je voulais avoir une explication un peu plus poussée au niveau professionnel, dans le médical, dans l'éducatif. Par exemple, ce qu'on peut conseiller en tant qu'enseignante à certains parents, c'est de lire des histoires à leurs enfants. Alors, pas n'importe quelles histoires, mais c'est vrai que ne serait-ce que passer un moment avec l'enfant. Alors oui, on va me dire oui, mais on n'a pas le temps, on est fatigué, etc. Il y a plusieurs en fait situations, mais c'est vrai que ne pas le faire quelquefois et ne pas le faire du tout, c'est différent. Un enfant qui a l'habitude d'entendre ses parents lui lire une histoire, échanger avec lui sur sa journée, dire un petit peu comment il voit ses copains, comment ça se passe avec ses copains. C'est tellement important parce que déjà, ça le fait verbaliser, oui. Ça lui fait parler. Le parent aussi, il est au courant de ce qui se passe aussi un petit peu à l'école. C'est vrai que parfois, je me dis, mais en fait, quand je vois certains de mes élèves, je me dis, mais ils vont même pas pouvoir raconter ce qu'ils ont fait parce que c'est vraiment difficile. Même les parents ont du mal à comprendre en fait ce qu'ils disent. Donc, et pourtant, c'est important. Oui, pour rajouter un peu, en fait, on parle beaucoup de culture générale. La culture générale, on la trouve pas forcément, on la trouve pas dans la Bible en fait. La culture générale, c'est vraiment le monde qui nous entoure aussi, ça fait partie. La Bible nous enseigne énormément et merci Seigneur parce que sa parole, en fait, juste avec sa parole, on peut vivre. Mais on est dans une société en fait qui nous demande d'aller au-delà. Moi, je me rappelle quand j'avais repris mes études, j'ai été convoquée par un de mes formateurs parce qu'au tout début, il voulait faire un peu une évaluation de chacun d'entre nous. Et il me dit bon alors, qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Et je lui réponds, écoutez, la Bible. Et il se met à rire. Il est philosophe, hein, le monsieur. Il me dit, c'est bien la Bible, mais quand même, quoi d'autre?
Donc en fait, il attendait que je lui sorte les noms des sociologues, parce que là où je suis, il faut de la sociologie, il faut de la philosophie, et il m'attendait au tournant. Bon, à vrai dire, j'étais pas vraiment inquiète, parce que voilà, le Seigneur voulait que je sois là. Mais en fait, on ne peut pas répondre à un professeur d'université qu'on lit la Bible, en fait. Si vous voulez que nos enfants fassent des études, que nos enfants intègrent des écoles, que nos enfants soient autre chose que ce que nous ou nos parents ont pu être, on a besoin de cette culture générale. Donc, il faut qu'on sorte de la tête, on lit la Bible, on médite ensemble, mais donnez des livres à vos enfants. Allez à la bibliothèque, ça prend 10 minutes. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit avec une carte de bibliothèque, selon les villes, hein, c'est gratuit. Donc, mettez des livres dans les mains des enfants. Parce que la culture générale, on va poser un jour la question à votre enfant, qui est Anne Frank ? Oui. Voilà. Vous savez ce que va dire la professeure de français ? La professeure de français va dire à vos enfants qu'ils sont des incultes. C'est du vécu. J'ai entendu parler de cette histoire. Et heureusement, les enfants savaient quoi répondre. Voilà. Parce qu'en fait, quand vos enfants, vous les sortez, vous les emmenez dans des musées, quand la professeure de français arrive avec ses grands sabots pour dire ça c'est quoi, quand l'enfant dit quelque chose, la prof, elle reste bouche bée en disant finalement, je me suis trompée. Vous voyez le jugement, parfois. On peut juger nos enfants d'avance. Donc, s'il vous plaît, un livre doit être lu, il faut le lire, en fait, pour la culture générale, pour accompagner nos enfants dans une société qui en demande de ça. Nous, parents, on veut que les enfants soient enseignés avec la Bible, mais la société veut que les enfants soient aussi cultivés. Après, je vais rebondir sur l'étude de la parole nous permet d'acquérir de la culture générale. Mais c'est l'étude, c'est la méditation. C'est pas le fait de lire comme on pourrait lire un bouquin dans le métro, c'est le fait de s'asseoir et de méditer. Et ça, rien ne l'empêche de le faire avec les enfants. Parce que quand on voit toute la période qui est couverte par la Bible, depuis la création jusqu'à Apocalypse, donc c'est depuis la création jusqu'au début de l'Empire romain, plus ou moins, voilà. Est-ce que vous imaginez, si vous prenez rien que la civilisation gréco-romaine, et même avant, les Perses, les Mèdes, toute la culture et la civilisation qui était présente, Iran, Irak, toute cette partie-là. Ensuite, sans aller jusqu'aux prophéties bibliques, Israël, Palestine, parce que là, votre enfant, après, en fonction de l'âge. Non, il y a des enfants qui arrivent à faire des liens avec ce qui se passe aujourd'hui. Exactement. Et ce qui est écrit dans la parole. Il y a des enfants qui sont suffisamment matures et intelligents quand ils lisent quelque... Dernièrement, on nous a enseigné sur Daniel 9. Oui. Il y a des enfants qui ont su faire des liens. Finalement... que peut-être des adultes n'ont pas fait. Qui n'ont pas fait. Donc, non, effectivement, la Bible nous enseigne aussi. Et effectivement, on en a besoin. Mais oui, je rejoins tout à fait. Donc, Et simplement, quand on lit, ne serait-ce qu'on commence par le premier livre, quand le Seigneur ait créé tout, est-ce qu'on connaît un petit peu ces animaux ? Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'il y a comme sort d'animaux ? Les planètes. Quand la parole... Voilà. Quand la parole enseigne sur de prendre pour exemple certains animaux comme la fourmi, est-ce qu'on est allé se renseigner sur comment vivent les fourmis, voilà, tous les animaux dans l'arche de Noé. Il y a quand Yoshua lui-même sur terre prenait souvent pour exemple tout ce qui était plantation, les terrains, le figuier, est-ce que du coup on va chercher plus, parce que du coup si on se limite à simplement lire sans étudier, sans aller faire des recherches, finalement est-ce qu'on a compris vraiment pourquoi en fait quel était notre rôle tout bêtement en tant qu'enfant du Seigneur, en tant que gens qui lisent la parole. Donc oui, et donc là on a un peu digressé parce qu'on attendait quelqu'un qui a fait plus de 2 heures de route pour être avec nous ce soir. Donc ça va faire 2 heures de route aller, 2 heures de route retour. Je pense que 2h30, je pense que vraiment on peut demander au Seigneur de la bénir parce que là, voilà. Et pensez à elle dans vos prières ainsi que son mari et ses enfants.
Donc on a fait un peu de digression, mais en final, pas tant que ça, étant donné que le fait que nous n'allons pas chercher l'info quand on médite, ça revient au même que l'enfant de 4 ans qui regarde un dessin animé passivement et qui gobe tout ce qu'on lui raconte. Parce que quand on voit qu'on a gobé n'importe quoi par des prédicateurs, Tout à fait. on voit que les enfants, c'est la même chose, ils gobent n'importe quoi quand ils regardent la télé. Et donc, là où je voulais... donc après, on donnera la parole au médecin qui va nous expliquer un peu la construction du cerveau d'un petit être humain. Là où moi, je pense qu'il y a un problème, c'est nous. C'est les adultes. Et parce qu'on est là, oui, l'enfant, il est hyperactif, l'enfant, il est pas capable de s'ennuyer, l'enfant ceci. Ouais, non, mais d'accord, mais c'est un enfant. Et le problème ne vient pas de l'enfant, le problème vient de la personne qui a fait l'enfant, qui l'a mis au monde. Donc que ça soit son parent ou c'est la personne qui l'a adopté, la personne qui en a la charge. Parce que parfois, c'est pas les parents, c'est les grands-parents. Donc, c'est notre relation que nous avons avec les téléphones, avec les écrans, avec les télés, parce qu'il y a plusieurs personnes qui en ont parlé dans le chat, et c'est là où je suis d'accord. Maintenant, c'est nous, quelles sont les décisions que nous prenons, parce que depuis tout à l'heure, on parle de fait de, oui, mais l'enfant s'ennuie, il vient me voir et tout. Mais déjà, si on enlève toute la partie où nous, on est sur nos téléphones. Attends, il y a un enseignement, il faut que je l'écoute. Ouais, enfin bon, le replay, ça existe. T'es pas obligé de le suivre en direct. Si l'onction doit tomber, l'enseignement, tu peux aussi le suivre tranquillement quand l'enfant dort et tu seras moins perturbé. Attends, il y a les infos. On a toujours du attends, et ce attends nous met sur l'écran. Donc moi, je réfléchissais, mon téléphone, voilà, il me sert à quoi? Mon téléphone, il me sert à me réveiller le matin. Bon, ok, j'enlève, j'achète un réveil. Donc le téléphone, il peut quitter très bien mon espace la nuit, parce que de toute façon, il y a un réveil à l'ancienne qui va réveiller tout l'appartement. Comme ça, tout le monde est content dans l'histoire. Les voisins, tout le monde est réveillé. Ensuite, ça me sert à quoi? À écouter de la musique? Ok, je peux trouver quelque chose pour ne pas écouter la musique sur mon téléphone. Avant, on avait ce qu'on appelait des iPod. Donc, des MP3, ça existe toujours. Voilà, je pense que si on réfléchit bien, on peut délister. Tout a été centralisé sur le téléphone. Si on veut regarder les infos, est-ce qu'on a besoin de les regarder ou seulement être au courant de ce qui se passe suffit? La radio, ça suffit. Si vous voulez vraiment le journal, si vous voulez vraiment être informé, écoutez la radio à 5h du matin, vous aurez plus d'informations que les informations de 10h ou de midi. Les vraies informations, vous allez les avoir très tôt ou très tard, mais jamais dans la journée, ou sinon lisez un journal, ce qui vous donnera davantage de culture générale, parce qu'il y a des articles de fond. Après, il y a des journaux qu'il faut éviter, mais ça c'est autre chose, c'est un autre débat. Donc maintenant, nous, en tant que parents, faisons une introspection pour savoir qu'est-ce que j'utilise dans le téléphone. Et maintenant, là où moi je voudrais qu'on arrive, c'est une fois qu'on a enlevé tout ça, si vous êtes toujours là, votre main vous gratte d'avoir votre téléphone, c'est que là, c'est un autre problème. Les addictions. Les addictions. Oui, bien et sûr. Un enfant qui a ce problème-là sur un téléphone, si on gratte un peu, est-ce que derrière, on ne trouve pas un parent qui a un problème un peu similaire d'addiction? Alors, pas toujours, comme on disait tout à l'heure. Le fait de voir des images défiler, le fait d'entendre des choses régulièrement, ça rend addict. De toute façon, les addictions, c'est une répétition des choses. Donc, plus on va les faire, et plus on va devenir addict. Il y a ce jeu Fortnite. Alors, oui. Le temps que j'ai passé en CMP à faire de la guidance parentale à cause de ce jeu, je pensais que c'était un jeu qui était... je me disais, bon, ils doivent se battre, c'est des personnages. Et quand j'ai vu avec quoi ils jouaient, c'était une peau de banane. Enfin, c'était une banane. Enfin, il y a plusieurs personnages donc on peut choisir. Et l'enfant jouait avec une banane. Donc, je me suis dit, c'est à cause... oui, d'accord, ok. Mais ouais. Et c'est quand même à cause de ce jeu-là que un des enfants que j'accompagnais s'est retrouvé
à battre son parent. Et donc se retrouver dénoncé par les voisins et au commissariat. Donc c'est un jeu vidéo. Oui. Parce que l'enfant n'arrivait plus à poser la tablette pour faire autre chose que ce jeu vidéo-là. Oui, c'est un jeu de combat, c'est ça? Ouais, d'accord, ok. Oui, puis oui, c'est ça, ok, d'accord. Tu crées ton personnage. Voilà. Ouais. Donc l'enfant avait créé un personnage, c'était une banane. Donc avec la banane, il ne pouvait plus poser la tablette. Donc il était devenu effectivement addict. Voilà. Et on a comme ça un parcours de suivi en psy parce qu'on devient addict alors qu'on est encore jeune et qu'on n'a pas forcément de maladie, de vrais troubles psychiatriques en fait, à la base, de vrais troubles psychiques. Mais parce que voilà, la tablette et on est dans un cercle comme ça et après il faut pouvoir s'en sortir. Et c'est compliqué. Avec les mêmes signes. Oui, le micro c'est mieux. Du coup, quand on parle d'addiction, on a du coup les mêmes signes qu'une addiction à autre chose. C'est-à-dire que quand on retire la tablette, l'enfant peut faire une crise de nerfs parce qu'il n'a pas son quota. Il n'a pas son quota d'écran et du coup il peut manifester de la nervosité et on se demande qu'est-ce qui lui arrive. En fait parce qu'il n'a pas son quota. Et c'est vrai que là c'est une étape encore compliquée. Mais du coup, en tant que moi je parlais, les enfants, oui, ça, et on a vu la mise en place d'outils. Donc quand c'est un retard, on va dire léger. Est-ce que les parents déjà, comme l'a fait la sœur, en coupant l'enfant et en créant des interactions sociales lors du voyage, elle a vu qu'il y a une acquisition de langage. Après, parfois, il faut faire appel à des pédopsychiatres, il faut faire appel à des psychomotriciens. Il faut mettre en place tout un truc, orthophoniste et compagnie. Mais nous, en tant qu'adultes, quand on a cette addiction, là... Tout comme le tabac, tout comme certaines drogues, il faut se faire soigner. Voilà. Ah oui. Non, mais là, il faut une bonne délivrance et un accès aux soins. Mais c'est une vraie addiction. Là, on parle des enfants, mais on a des jeunes adultes qui, arrivés à un certain âge, abandonnent les études parce qu'ils ont besoin de rester derrière l'écran. On a des jeunes adultes avec qui on n'arrive pas à travailler un projet professionnel. Ils ne peuvent même plus sortir de la maison. D'accord. La tranche d'âge 20 ans. Voilà. 20-25 ans. Ils sont tellement pris. Et à 20-25 ans, instruire une demande MDPH, donc c'est la maison départementale des personnes en situation de handicap, on fait une demande de reconnaissance pour un jeune de 20-25 ans, parce qu'il ne peut plus sortir de chez lui. C'est-à-dire qu'il n'a plus aucune ressource. À cause d'une addiction aux écrans, aux jeux vidéo. Et donc c'est un fléau qui est réel. Oui. C'est parce qu'on n'a pas forcément accès aux structures d'accueil qu'on ignore tout ça, mais c'est un fléau. Quand on est dans un hôpital de jour où on accompagne des jeunes qui sont addicts, qui disent j'ai besoin de jouer 12 heures sur les 24 heures dont je dispose, ils jouent la nuit. Donc le matin, il ne peut pas se lever pour aller chercher du travail. Donc c'est tout un travail qu'on fait aussi. À quel moment dormir? C'est un vrai travail éducatif, un vrai travail d'accompagnement pour des soignants qui travaillent dans ces structures-là. L'addiction aux écrans, elle est réelle. Donc est-ce qu'elle est équivalente aux addictions? Alors on va peut-être pas dire tabac parce que c'est particulier, mais on va dire plus aux médicaments ou aux héroïne, cocaïne ou alcool. Alors, j'accompagne pas forcément, j'en ai dans la file active, mais oui, je dirais que oui. Ça nous coupe de la société. Ça nous coupe, vraiment. On peut rester enfermé dans le noir avec son écran et on ne veut plus bouger de là. Même interagir avec des personnes qui sont dans le domicile. Une personne qui consomme de cocaïne ou autre va sortir, va aller chercher sa marchandise. Voilà. Oui. Par contre, une personne qui a juste son écran et sa connexion Wi-Fi ne sortira plus. Donc c'est même pire encore. C'est pire. Et j'allais rebondir par rapport à quelque chose que tu as dit, le fait de ne pas avoir des structures pour ça, puisque après on appelle la MDPH pour des personnes âgées. Mais c'est vrai que
pour revenir dans le cadre, on va dire, des enfants plus petits, si justement on est en train de, entre guillemets, parce que on a bien compris que c'est un phénomène sociétal. Si on est en train de taper, entre guillemets, je répète, sur les parents, c'est que demain, en fait, ces adultes-là dont on parle, c'est les petits d'aujourd'hui qu'on voit. Et nous, dans les écoles, je sais pas si dans ton école c'est comme ça, mais dans les écoles que j'ai pu voir dernièrement, c'est qu'il y a tellement de cas, c'est pas un fait isolé, il y a tellement de cas qu'on peut se retrouver avec 3 enfants dans une situation de dépendance. On n'a pas d'AESH, donc l'AESH c'est voilà, une personne qui va accompagner l'enfant, qui est, on va dire qu'il a été comment dire, diagnostiqué, voilà, ayant un handicap, etc. Donc l'AESH va être auprès de l'enseignante pour aider en fait cet enfant-là, parce que s'il n'y a pas d'AESH, c'est difficile à gérer une classe avec juste, enfin toute seule en fait, c'est pas possible. Mais là, par exemple, aujourd'hui même, j'ai une collègue qui a 3 enfants comme ça dans sa classe. Elle a 3 enfants comme ça, elle avait pas d'AESH et elle était là en train de tenir un à la main gauche, un à la main droite et l'autre qui était à son pied. Et donc, je suis venue l'aider, j'ai récupéré un enfant, mais en fait, nous, on n'est pas formés pour ça. On n'est pas formés, il n'y a pas de structure, et du coup, c'est l'inclusion. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que on a des situations comme ça liées aux écrans. Juste liées aux écrans, les enfants ils se tapent la tête contre le mur. Après, ça devient notre... Là, on est sur des crises de manque. C'est ça. C'est de l'addiction. Mais bien sûr. Mais sauf que, voilà, on va dire non, voilà, comme elle expliquait tout à l'heure, c'est trouble autistique, ça dégénère vers là. Mais on voit, il se tape la tête. Et par contre, en fait, quand les parents en parlent, si tu leur donnes un écran, ben ça va. Ou alors, ils sont parqués pour ne pas qu'ils aillent partout, ils s'enfuient de la classe, etc. C'est difficile, hein. Donc c'est pas un cas isolé, c'est très sérieux. Et donc si on en parle, c'est aussi parce que demain, pour sortir de là, enfin comme elle disait à juste titre, c'est une délivrance qu'il faut. On bascule dans le spirituel en fait. Donc voilà. Et donc dans le côté médical, je sais pas comment ça se gère, mais donc, est-ce que tu peux alors c'est vrai que je t'ai pris un peu hier au dépourvu parce que je me sentais pas capable de le faire. Là, comment ça s'appelle ? Même à la conception du fœtus, embryon, même ça j'ai du mal à... la construction du cerveau, ouais. Shalom à tous. À toutes et à tous. Et je suis très très contente de pouvoir partager ça avec vous parce que le Seigneur est magnifique. Il fait des choses merveilleuses dans notre corps. Donc, juste pour partager avec vous comment ça se forme le cerveau. Je pense si vous avez suivi il y a eu un direct sur comment se forme l'embryon lorsque le spermatozoïde rencontre voilà, je pense que vous avez déjà vu ça. Ouais, c'était beau, hein. C'était très beau. Ouais. Donc là, on est à une étape maintenant où à quelques jours pendant le premier jour où voilà le spermatozoïde et l'ovule se rencontrent. Donc là, maintenant, ils vont, comment dirais-je, ils vont en fait, le spermatozoïde va déverser le contenu de son noyau, c'est-à-dire son ADN, tout le contenu de l'ADN paternel, du coup, va rencontrer tous les ADN de la maman. Donc là, ça va commencer une très très belle histoire parce que l'œuf, parce que ça va être un œuf du coup, l'œuf va maintenant se diviser. Mais ce qui est beau, c'est que à l'intérieur, l'œuf reste uni, mais à l'intérieur, il y a une division cellulaire. Et l'œuf ne grossit pas, mais à l'intérieur, ça se divise.
C'est vraiment beau. Donc, ça se divise, ça se divise, ça se divise. Et après, à un certain moment, à J4, J5, à un certain moment, à J4, J5, du coup, pendant 4 à 5 jours, cet œuf-là, en même temps, il y a une division cellulaire à l'intérieur de l'œuf, et en même temps, l'œuf va migrer. Et au 7e jour environ, l'œuf va s'implanter dans l'utérus, en fait. Et au cours de cette implantation dans l'utérus, l'œuf va sécréter des enzymes et des protéines comme ça pour détruire en fait l'endomètre, pour pouvoir se dénicher comme ça. Et parfois, il y a des femmes qui ont des saignements lorsqu'il y a ça s'appelle la nidation. Donc, après la nidation, l'œuf continue de se développer. Et dans l'œuf, parce que ça va être un peu, imaginez un petit peu un œuf, un œuf de poule, un œuf comme ça. Et à l'intérieur, vous voyez en fait, sur le bord supérieur là-bas, au bord supérieur, vous voyez un groupe de cellules. Et le reste, ça va être une cavité avec du liquide à l'intérieur, vous voyez. Donc, c'est cette petite partie-là, c'est cette partie-là qui va en fait constituer l'embryon. Voilà, et le reste, ça va être le liquide amniotique et tout ça, sac vitelline et tout ça. Bon, ça est un peu compliqué, mais gardez juste l'image. Et après, c'est au niveau de cette partie en haut là, l'embryophore du coup, que va se développer en fait l'embryon. Et il faut dire que l'embryon c'est magnifique parce que on était tous en fait comme une sorte de disque au début. C'est-à-dire qu'on est en forme de disque aplati là en haut là, vous voyez. Et ce disque là, comment va se former le cerveau? Ce qui va se former en premier en fait, c'est que sur le disque, et imaginez un disque comme ça, et le Seigneur en fait a tracé une ligne du haut en bas. Il a tracé une ligne comme ça du haut en bas qui s'appelle la ligne primitive, s'appelle comme ça, et la ligne primitive. Et après, tout à fait en haut, la partie en haut et la partie en bas, en fait, ça va correspondre à la tête, et la partie en bas, ça va correspondre aux fesses, voilà, en partie en bas. Donc, la partie du cerveau, ça va être à la partie supérieure. Donc, le cerveau, comment ça se forme? Il va y avoir ce qu'on appelle la neurulation, ça s'appelle comme ça, vers la 3e semaine de grossesse. En fait, un tube va se creuser à l'intérieur de ce disque-là. Un tube va se creuser. Et ça va former en fait tout d'abord la colonne vertébrale. Donc la colonne vertébrale, ça va pas être directement comme ce que vous voyez ici, mais ça se ferme au milieu d'abord, et puis ça se ferme en bas, et après ça se ferme en haut. C'est-à-dire que le cerveau, il est divisé en deux en fait. Il y a l'hémisphère droit et gauche en fait. Et le cerveau, c'est magnifique parce que oui, effectivement, le Seigneur a fait comme ça pour chaque partie de notre corps. À chaque fois, c'est en double, vous voyez. Donc, ça se ferme à partir de voilà, 4e semaine, ça va se terminer. Donc là, maintenant, à 1 mois, du coup, ça commence à voir. Si vous regardez sur Internet les images d'embryons, vous allez voir qu'il y a des grosses bosses en tout à fait en avant et tout à fait en bas, c'est comme une sorte de queue, vous voyez. Et c'est comme ça que se forme c'est avec un tube neural, du coup, ça va se transformer en cerveau, et ça va, au cours de la grossesse, jusqu'au 3e mois, du coup, il va se passer des choses merveilleuses, parce que il y a ce tube-là qui va se former, mais en même temps, il y a des cellules, parce que le cerveau, il est constitué de cellules qui s'appellent les neurones.
Vous voyez, et bien d'autres cellules, bien évidemment, mais la principale, c'est les neurones. Donc, il y a une migration en fait de ces cellules-là vers le cerveau, qui va constituer en gros le cerveau. Vous voyez, et ça va augmenter de volume au fur et à mesure. Et à partir du 3e mois ou 2e mois de grossesse environ, là va migrer en fait toutes ces cellules-là pour former le cerveau. Et à partir du 6e mois de grossesse, bah là ça va commencer en fait tout ce qui est... l'enfant va maintenant capter, parce qu'il a déjà des neurones et tout ça, il va pouvoir capter les stimuli maintenant. Vous voyez, les stimuli sensoriels. Tout ce qui est stimuli sensoriel, il va pouvoir capter ça. Tout ce qui est stimuli auditif, il va pouvoir capter ça aussi dès le ventre en fait. Oui, dès le ventre. C'est pour ça que... Et il y a aussi ce qu'on appelle une mémoire fœtale, parce que il se renseigne en fait des choses qui se passent à l'intérieur du ventre, par exemple la voix de la maman et tout ça. Et c'est pour ça que vous voyez à partir du 4e mois de grossesse, vous sentez, il bouge à cause des stimuli. Vous voyez. Et même s'il n'a pas encore des yeux, il n'a pas encore des yeux. Bah, il capte déjà la lumière, parce qu'il y a les cellules nerveuses qui captent la lumière, vous voyez, dès le ventre, au 7e semaine, si je ne me trompe pas. C'est à peu près comme ça, vous voyez. Donc, c'est beau ce qui se passe dans le ventre. C'est pour cela que je dis que l'enfant, quand il va sortir, ça dépend, tout ce qui se passe dans le ventre, en fait, ça dépend de ce qui se passe autour de lui. Tout dépend. Et même la manière dont la maman se nourrit. Parce qu'il y a des... C'est pour ça qu'il ne faut pas boire de l'alcool, ou il faut bien se nourrir lorsqu'on est enceinte, parce qu'il y a par exemple l'acide folique. Ça, c'est très très important pour la constitution du cerveau. Donc, pour ceux où il y a qui ont un manque d'acide folique, par exemple, le cerveau ne se développe pas correctement. Vous voyez ? Donc, même par rapport à tout ce qui est oméga 3, c'est pour ça qu'on donne des vitamines à la maman et tout ça lors des consultations prénatales, parce que c'est essentiel pour le développement de l'enfant après. Vous voyez ? Donc, lorsque l'enfant va naître, bah, son cerveau va continuer à se développer. Et tant qu'il n'y a pas de stimuli, l'enfant ne peut pas se développer en fait. Vous voyez ? Donc il faut des stimuli pour que les réseaux de neurones, parce que c'est une sorte de réseau, vous voyez, les cellules du cerveau en fait, c'est comme une sorte de réseau. Vous voyez ? Donc plus il y a des stimuli, plus les réseaux vont se former et plus le cerveau va se développer. Donc c'est ça en gros le développement. Donc au fur et à mesure l'enfant va naître, voilà, il y a et vous voyez si vous allez faire les consultations après post-natal, du coup avec les développements psychomoteurs et tout ça, le médecin va évoluer le développement psychomoteur. Bah ça c'est pour voir en fait est-ce que le cerveau de l'enfant il continue à se développer, vous voyez. Donc, la période anténatale, c'est vraiment essentiel parce que il peut y avoir des fois des malformations à cause du comportement de ce qui s'est passé au cours de la grossesse. Une grossesse qui a été mal suivie, la maman ne mange pas bien et tout ça, ça peut impacter le fœtus. Même les stimuli sensoriels, ça peut et ça peut aider l'enfant après, par exemple les musiques et tout ça, ça aide l'enfant après à être beaucoup plus réactif lorsqu'il va naître après. Et il y a ce qu'on appelle, comme j'ai dit tout à l'heure, la mémoire fœtale. Donc ça joue aussi, il se souvient en fait. Il se souvient de ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est très important de connaître ça
pour les parents, c'est important de connaître que tout ce que vous faites, sachez que le bébé, ça a un impact en fait. Ça a un impact avec... ça joue en fait. Donc voilà. Et par rapport à ce que vous avez parlé tout à l'heure de l'écran, c'est vrai que il y a des études scientifiques. Hein. Moi, j'ai pris. Tout à l'heure, j'ai fait des recherches aussi dessus parce que même moi, même nous, hein, honnêtement, même nous, c'est pas évident. Vous voyez, c'est pas évident parce que lorsqu'on habitue les enfants dès le bas âge, parce que par exemple moi, avec mon enfant, oui, j'avoue, quand parce que j'étais ici en France, avec les conditions que j'ai eues, j'habitais dans une seule pièce avec 2 personnes où il y a grand écran là. Vous voyez? J'ai essayé de dire, mais malheureusement, j'étais chez quelqu'un, donc je ne pouvais pas trop m'imposer. Mais l'écran, les gens, en fait, regardent la télé jusqu'à 23h. Jusqu'à 23h, la soirée, dans la nuit, jusqu'à 23h. Et mon fils, du coup, et il pouvait pas, parce qu'il y a la lumière qui passe, même si j'ai mis comment ça s'appelle, un rideau et tout ça, mais ça passe, la lumière, ça passe en fait, ça passe quand même. Donc, en ce moment, je vois maintenant l'impact. Vous voyez, je vois l'impact. Je sais que ça venait de ce moment-là, parce que pendant un an, on était là, pendant un an, j'ai habité... dans cette une seule pièce là avec un écran comme ça, juste je sais pas, à même pas 2 mètres, vous voyez. Donc ça dépend des conditions aussi de vie de chacun. Donc en ce moment, je vois que mon enfant, voilà, parce que les impacts de l'écran sur la santé des enfants, en fait, la première chose, puisque l'écran, cette lumière là, ça, en fait, il y a une hormone qui s'appelle mélatonine qu'on sécrète pour pouvoir dormir. Vous voyez, donc c'est cette hormone-là qui va être sécrétée pour qu'on puisse avoir sommeil et puis on dort. Lorsqu'on est constamment exposé à un écran, et la sécrétion de mélatonine, je suis désolée, mais ça va baisser, vous voyez, ça bloque la sécrétion. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'il y a un trouble de sommeil. Il ne faut pas s'étonner, parce que voilà la conséquence de regarder l'écran avoir cette lumière d'écran là jusqu'à 23h. Il y en a qui sont là jusqu'à minuit sur l'écran. C'est tout à fait normal qu'il y ait un trouble de sommeil, on n'arrive pas. Plus, il y en a qui disent « Ah, j'arrive pas à dormir ». Donc ils vont regarder l'écran, mais plus ils vont regarder l'écran, plus ils vont pas dormir en fait. C'est ça. C'est ça. C'est une réalité. Hein. Ça pose du coup la question de est-ce qu'on a besoin forcément dans une petite pièce d'avoir un grand écran. Il y a ça. Une autre question, est-ce que la télé est nécessaire? Non, mais il y a des maisons où la télé est allumée du matin au soir parce qu'on a besoin d'entendre un fond comme ça. Mais, moi je vous le dis, mettez la radio. France Info, c'est très bien. Voilà. S'il y a besoin d'un fond sonore, la radio, ça passe très bien. Donc moi, j'aimerais bien quand même revenir un petit peu aux parents qui ont des ados. Tout à l'heure, on parlait du réveil. Qui laisse le téléphone aux enfants pour se réveiller le matin. Un réveil pas trop cher, coûte entre 4 et 5 euros. Honnêtement, le moins cher, 4 euros. Donc, s'il faut qu'on offre des réveils... Même, je me porte garant, voilà, pour aider nos ados à aller se coucher et se réveiller avec un vrai réveil plutôt qu'avec un téléphone. Parce qu'en fait, quand on dort avec son téléphone à côté de son oreiller, croyez-moi qu'une fois que vous êtes couché, bien endormi, votre ado retourne sur son téléphone portable. Voilà, dans la majeure partie du temps, ils y retournent. Donc, les lumières de téléphone, effectivement, et on n'a pas vraiment d'études significative pour montrer aussi la perte de la vision, mais la perte des enfants qui portent de plus en plus de lunettes, il y en a un paquet. La myopie, elle existe. On va pas tout mettre sur le dos des écrans, mais il y a quand même nos pratiques à revoir
à revoir et nous-mêmes déjà en tant que parents pour pouvoir mieux accompagner nos enfants. C'est vrai qu'au niveau des études scientifiques, on n'a pas toutes les preuves. Il y a des constats, on dit que ça pourrait être ça, mais c'est pas encore tout prouvé scientifiquement. Il y a beaucoup de réserves de ce côté-là. Mais ce qui est prouvé, c'est que le temps passé derrière un écran, ça empêche l'enfant de découvrir autre chose, d'être stimulé. Là, on parlait de tous les stimuli qui se font dès le ventre de la mère. Donc déjà, les interactions, en fait. Et ça continue encore après. Donc quand il naît, nous sommes des êtres sociaux. Le Seigneur nous a fait comme ça. Nous avons besoin d'interagir avec les autres. Et du coup, on ne peut pas être isolé. Du coup, même si toutes les preuves ne sont pas là, ce qu'on constate, c'est que on a besoin d'interagir, ça c'est un fait. Et l'écran, trop de temps derrière l'écran nous empêche d'interagir. Et on a besoin de dormir correctement. Et ça par contre, c'est prouvé que l'écran impacte sur le sommeil. Ça, c'est un des premiers faits, des premiers impacts sur les enfants, les ados et même les adultes. Moi, j'ai eu le cas d'un enfant l'année dernière, un petit, qui arrivait en classe fatigué, qui avait du mal à se concentrer, vraiment, il avait les cernes sous les yeux et il avait vraiment du mal. Et en fait, on a eu l'occasion durant à plusieurs moments durant l'année d'évoquer un petit peu le sommeil, l'écran. Enfin, j'avais de forts doutes sur les écrans, mais j'étais pas sûre. Et puis dans la discussion, de fil en aiguille, il a commencé à dire oui, c'est vrai que je vais regarder la tablette ou le téléphone, je sais plus. Mais avant de dormir. Et donc, on a un petit peu discuté, échangé autour de ça. Qu'est-ce que ça nous empêche de faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place? Voilà. Et cet enfant a vraiment été interpellé. Au point que quand j'ai reçu la mère après, elle me disait, mais il vous a vraiment écouté, puisque maintenant, le soir, il fait attention, il n'y a plus d'écran, il ne va plus chercher l'écran le soir. Et ils arrêtent avant. Et là, les parents ont suivi aussi. On suivi parce qu'ils auraient pu négliger. Voilà, on fait ça aussi auprès d'autres enfants, ça ne prend pas forcément. Mais ça a pris, les parents ont réagi. Et ça, c'était l'année dernière. On a fait un challenge au niveau de la classe. On dit, écoute, tu vas faire le test pour nous. Tu vas tester cette semaine, tu vas plus aller vers les écrans et tu vas chercher des jeux ou des livres avant de dormir et tu nous dis comment ça se passe. En l'espace d'une semaine, on a vu la différence. Je dis on parce que tous les camarades ont constaté. Et on dit, oui, c'est vrai, t'es plus fatigué, on voit que t'es en pleine forme. Et toi, comment tu te sens? Il a dit, oui, je me sens mieux, j'arrive à bien écouter, à bien me concentrer. Oui, c'est vrai, je suis plus fatiguée. Voilà. Alors, après, on s'est dit combien de temps ça va tenir. Je lui ai reposé la question. Je me suis dit, tiens, on fait une émission sur les écrans. Je vais lui demander, au fait, il en est où Et jusqu'à maintenant, il me dit, non, je ne regarde plus les écrans, j'ai compris. À 18h, on arrête. Donc avant, je peux. Après 18h, j'arrête et je fais autre chose. Et quand c'est le moment de dormir, des fois, je vais directement dormir. Des fois, je vais prendre un livre. Mais non. Et j'ai dit, ah bon, et tu te sens bien maintenant? T'es au niveau de la fatigue? Ah oui, maintenant. Ce petit a été convaincu à son âge. Et il a été un témoignage, du coup, pour tout le reste de la classe. Parce que je pense que tous les autres vont s'en souvenir. Parce que c'est un témoignage concret, un impact qu'ils ont vu concrètement. Pour te rejoindre, j'ai à peu près le même témoignage d'une enfant de CE2 l'an dernier qui, depuis la rentrée, débarquait dans la classe énervée, très énervée. Elle s'embrouillait avec des CM2. Elle était tout le temps dans des conflits, mais tout le temps, mais constamment. Elle parlait mal, etc. Elle était désagréable avec les adultes comme avec les enfants et toujours dans une histoire. Et donc la première réunion avec... en fait, je sais pas, j'ai eu cette pensée que c'était lié aux écrans. Mais j'avais pas forcément parce qu'elle voulait pas discuter, elle voulait pas échanger, elle voulait rien. Donc j'ai prié par rapport à elle et le jour où j'ai eu à discuter avec sa maman, je lui ai posé la question. Elle m'a dit oui, effectivement, parce que je travaille énormément et tout ça. Et j'ai dit, c'est ce qui rend, en fait, je vous le dis clairement, c'est ce qui rend votre fille aussi. J'ai utilisé un mot assez fort quand même. Et ça l'a un peu vexée, mais j'étais poussée à le dire.
ça l'a choquée parce que personne lui avait dit ça comme ça. J'ai dit, elle est exécrable parce que elle est dans toutes sortes d'histoires. Voilà, ah oui, mais quand même, de dire ça, j'ai dit oui, mais c'est vrai, je vous le dis, dans sa petite vie de CE2, de petite fille, c'est pas normal, en fait, qu'elle se retrouve tout le temps dans des histoires et tout ça. Et en fait, elle regardait tout le temps les anges, oui, voilà, des choses comme ça, voilà. Elle regardait, la petite regardait. CE2, c'est 8 ans. Les anges, les trucs débiles, là. Oui, exactement. Où ils sont tout lobotomisés. Exactement. Avec mots, des histoires, voilà, exactement. Donc forcément, la petite, ça avait un impact sur son comportement. Et moi, j'étais vraiment choquée de voir qu'elle était tout le temps en embrouille avec des plus grands qu'elle, en fait. Et quand j'ai dit ça à la maman, j'ai dit non, moi c'est juste infernal dans la classe. Elle est tout le temps dans des histoires. J'arrive pas enfin, c'est pas intéressant de travailler parce qu'elle veut pas écouter. Elle fait à sa manière. Et donc quand j'ai appris ça, elle m'a dit bon, bah je vais faire des efforts. On va voir. Je lui ai donné des je lui ai donné des petits conseils. Voilà, même je lui ai envoyé, enfin je lui ai donné voilà des livres, etc. Et elle est revenue de vacances, mais changée. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Changée. Donc, j'ai parlé avec la maman. Elle m'a dit, j'ai arrêté. Alors, au début, c'était très dur parce que c'était des conflits avec la petite. Bah, c'est l'addiction, en fait. Parce que là, elle s'opposait au fait que tu ne regarderas plus la télé, on va faire des sorties, etc. Elle était énervée, la petite. Et elle m'a dit, mais j'ai tenu bon, j'ai tenu ferme. Et j'ai dit, ça se voit. Et c'est une petite fille. Je retrouve une petite fille de 8 ans qui voilà, normale, qui échange avec les autres, qui parle, qui s'épanouit, qui vient me voir, qui échange avec moi. En fait, c'était le jour et la nuit. Et donc j'ai échangé avec elle aussi. Et je voyais qu'elle prenait plaisir même à apprendre. Ah, avec maman, on a fait ça, avec maman, on a fait ça. J'ai appris, j'ai retravaillé les lettres et tout ça. Et donc, je voyais que là, en fait, ne serait-ce que passer du temps avec sa mère, elle s'en vantait auprès même de ses camarades parce que c'est de ça dont elle avait besoin, quoi. Donc, des fois, c'est pas... Oui, juste pour rebondir sur ça. En fait, l'enfant, c'est comme un livre. C'est comme un livre avec des pages blanches. Voilà. Donc, écrivez tout ce que vous voulez. Écrivez tout ce que vous voulez. Non, pas tout ce que vous voulez, mais écrivez pas n'importe quoi, mais écrivez avec le Seigneur. Écrivez avec le Seigneur le livre. C'est parce que c'est comme ça. D'après le témoignage de ma sœur tout à l'heure, c'est vrai, c'est exactement ça en fait que le Seigneur, que l'enfant a besoin. C'est pour ça que le Seigneur a dit éduquer. Voilà, c'est notre rôle. Et même les scientifiques, j'ai l'article ici devant moi. Même les scientifiques disent que les parents, c'est le rôle des parents. Donc vraiment, c'est le rôle des parents. Ça dépend des parents. On n'a pas d'excuses. Moi, en première, on n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses. Ouais. On revient vraiment à ce qu'on disait tout à l'heure, pour un petit peu, voilà, faire un petit... un condensé. Un condensé. Conclusion. Conclusion, effectivement, la socialisation, la première socialisation commence à la maison. Oui. Donc, avec les bonnes pratiques des parents pour pouvoir faire... des adultes de demain, donc depuis le ventre, comme on nous l'a enseigné dernièrement avec les spermatozoïdes. J'étais un peu scotchée quand j'ai allumé mon écran et je suis tombée sur cet enseignement. Mais effectivement, en tout cas, on a dans cette œuvre de quoi faire. On nous apprend énormément. En se basant sur la parole du Seigneur, mais on apprend vraiment comment vivre, comment élever nos enfants, comment vivre les uns avec les autres en fait. Et il faut s'en saisir en fait. Je pense que là, il y a eu des belles choses de dites. Merci à notre sœur médecin de nous avoir rappelé un petit peu à tous d'où on partait. Mais moi, j'ai toujours entendu
ma mère dire qu'il fallait parler à son bébé, qu'il fallait lui parler dans le ventre. Et ça, c'est quelque chose, je pense que beaucoup l'ont fait. En tout cas, j'ai toujours entendu qu'il fallait parler aux enfants. Donc, voilà. Toucher, parler, voilà. En tout cas... Comment ? Non, ça ne s'arrête pas après. Ça ne s'arrête pas après. On continue, en fait, à parler à ce bébé, à cet adolescent, préadolescent et à cet adulte, en fait. Enfin, préado, ça devient compliqué après. Pour leur faire un bisou... C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Ça dépend lesquels. Ça dépend, voilà. Il faut saisir le bon moment. Et après, juste pour rebondir, ne pas se sentir stigmatisé en fonction de l'éducation qu'on peut donner et de la culture. Parce que ce que les Européens vont faire avec leurs enfants, l'Amérique du Sud ou les Chinois ou les Asiatiques ou les Africains n'auront pas la même. Ce qui compte, c'est le développement de l'enfant et l'apport journalier qui est fait à l'enfant pour la stimulation neuronale. C'est bon Ouais, merci. Je demandais validation sur le... Voilà. Donc, c'est pas parce que une personne qui est en Afrique, oui, mais non, ils s'occupent pas de leurs enfants et tout. Je suis désolée, mais une maman qui est là, son enfant est au dos et elle est au chant et elle va sortir et elle chante et elle a un lien social dans le village. L'enfant est beaucoup plus stimulé qu'un enfant ici en Europe qui reste à la maison avec papa, maman, parce qu'on ne sait jamais, il y a le Covid, on ne sait jamais, il y a un rhume, on ne sait jamais, il y a la gastro. Donc, en tout cas, oui, tout à fait. Il faut faire attention à l'image que nous, on peut renvoyer, et pas nous ici, mais en France, on appelle ça du social, comment on appelle ça, l'éducation populaire, où on pense que l'éducation française est la meilleure, et que l'éducation des autres pays, surtout les pays en voie de développement, est très mauvaise. Donc, ce qui compte, c'est la stimulation de l'enfant et les apports qu'on peut lui apporter, peu importe que ce soit un apport sur un livre ou écrit dans la terre, le principal, c'est l'apport. Et moi, là où je voulais, pour conclure, parce que il n'y a rien sans rien. Si on en arrive à là, si on en est là avec les écrans, avec le fait de rendre les enfants, pardon pour le mot, mais quand même un peu débiles, je suis désolée, mais il y a des enfants, franchement, je m'inquiète sur l'avenir parce que j'ai l'impression qu'il y a une fracture. C'est soit les enfants ne savent rien, soit ils sont hyper avancés. Mais au milieu, on a plus on a soit l'un, soit l'autre, et on a beaucoup d'autres, on a beaucoup de bas. Et le milieu, d'où personnellement, moi, je sors, on est très peu, on voit très peu d'enfants. Et à chaque fois, me revient toujours Apocalypse 13. Et je vis une autre bête montant de 13 à partir du verset 11. Alors attendez, parce qu'il faut que j'ajuste par rapport aux yeux. Et je vis une autre bête montant de la terre, et elle avait 2 cornes semblables à celles de l'agneau, mais elle parlait comme le dragon. Et elle exerce toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle fait de la terre et ceux qui habitent en elle, adorent la première bête, dont la blessure mortelle a été guérie. Et elle produit de grands signes, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre en présence des humains, et elle égare les habitants de la terre au moyen de signes qui lui a été donné de produire en présence de la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a repris vie. La bête a été blessée, elle a été guérie miraculeusement. J'aurais dû prendre un peu avant. Et il lui fut donné un esprit, et il lui fut donné de donner un esprit à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient mis à mort. Je dis pas que la télé, c'est la bête, c'est pas ça. Je dis que à force de ne pas donner les clés aux enfants sur la réflexion, nos enfants vont adorer l'image de la bête et vont accepter bêtement tout ce que Internet leur propose. Donc, un enfant qui n'a pas d'esprit critique, et c'est merci Seigneur pour la France, parce que c'est encore enseigné, on apprend aux enfants à critiquer. Alors des fois ils le font mal, ça sort dans tous les sens, mais au moins ils ont un avis. Le problème, c'est que après, mettre des enfants continuellement devant des écrans, ne pas leur donner les clés de décryptage pour les réseaux sociaux, peut-être qu'on fera une émission prochainement sur l'impact des réseaux sociaux. Allez hop, ça c'est fait. Donc ne pas donner les clés de décryptage. Du coup, les enfants qui seront adultes, et quand la bête sera guérie miraculeusement, ils ne pourront pas dire c'est du fake, parce que
on leur a fait gober tout et n'importe quoi. Et pour finir, et ce qui m'a conforté, c'est j'ai entendu un prisonnier qui a dû donner une leçon à des journalistes en leur expliquant « Vous parlez des réseaux sociaux, mais vous ne les connaissez pas. Les réseaux sociaux, c'est que de la manipulation. » Et donc, pour pouvoir amener un enfant, ado, pré-ado et jeune adulte dans les réseaux sociaux, il faut les préparer avec la patte patrouille et Dora l'exploratrice. En les faisant sans interaction sociale, et l'interaction sociale arrive que de l'écran, donc automatiquement, ils vont se nourrir de ça. Donc, je ne dis pas que la télé c'est mal, l'écran c'est mal, je dis juste que si on n'apprend pas à nos enfants à décrypter, décoder tout ça, et à les laisser comme en nourrice, comme tu disais tout à l'heure, automatiquement, quand va arriver là, tous les grands tremblements, tout ce qui va se passer, nous on a du mal à les décrypter. Alors nos enfants, qu'est-ce que ça va être s'ils n'ont pas cette culture générale, cette capacité d'analyse et cette capacité de réflexion. Donc je regarde juste sur le chat s'il y a eu, mais comme ça plante un peu parfois. Donc je pense qu'on a répondu à toutes les questions qu'il y avait sur le chat. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser directement sur le mail de TV2Vie ou sur celui du Pain Quotidien, que, excusez-moi par avance, mais je n'ai pas du tout les références. Mais je pense que vous pourrez les trouver sans problème. Je vous remercie pour nous avoir accordé ce temps d'écoute. Et je pense qu'on a tous appris, toutes, parce qu'il n'y a que des femmes, sauf le technicien qui n'a pas voulu intervenir. Merci à lui d'ailleurs. Mais oui, merci à lui pour sa présence. Mais il hochait de la tête, il nous a soutenus, il était là, il disait oui, oui. Vraiment, je vous remercie pour votre écoute, votre attention. Et que le Seigneur soit béni pour ces belles leçons qu'il nous a accordées. Et je pense qu'on s'était vu avec l'équipe du Pain Quotidien que régulièrement il y aurait des émissions en commun avec le social, le médical, le social, social psy et social éducation et financier. Voilà, pardon, l'aspect aide sociale. Faire des grandes émissions en commun. Donc, je vais vous donner la prochaine. Comme ça, si vous avez des questions à poser, logiquement, ça sera sur le harcèlement scolaire. Je ne vais pas vous donner harcèlement, mais plus particulièrement harcèlement scolaire. Et après, les autres émissions se feront sur la chaîne du Pain Quotidien et non TV2Vie. Comme ça, on a tout le loisir de prendre régulièrement l'antenne. Et donc, oui, le harcèlement scolaire. Et je pense qu'on fera aussi sur les réseaux sociaux, histoire de boucler la boucle sur les... voilà, ça c'est encore une autre histoire et je pense que ça concerne plus les ados et les parents aussi. Oui, les parents aussi, oui, voilà. Donc que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt sur TV Radio 2Vie. À bientôt, merci. Au revoir.